Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection géopolitique mondiale. Dirigé par Moyila Tshiyembe. L'objet de la collection géopolitique mondiale est de susciter les publications dont la vocation est double. D'une part, donner un sens aux mutations provoquées par la mondialisation, étant donné la perte des repères du monde ancien et la nécessité d'inventer des repères du monde nouveau. D'autre part, analyser la complexité des enjeux territoriaux, des rivalités intérêts et de stratégies qui poussent les acteurs à user de la force ou de la diplomatie, pour modifier ou tenter de modifier le rapport de force, ressources naturelles, humaines, culturelles, selon des idéologies qui les animent. À cette fin, la prospective et la pluridisciplinarité sont des approches privilégiées. Déjà paru. Nice Nzereka Mughendi, Guerre récurrente en République démocratique du Congo, 2010. Evelyne Garnierzarli, Le doctorat scientifique dans le monde scientifique, 2010. Moyila Tshiyembe, La politique étrangère des grandes puissances, 2010. Moyila Tshiyembe, Le droit de la sécurité internationale, 2010. Richard Kadibwe, La guerre de 6 jours à Kisangani, 2009. Jean-Lucien Ewangue, Enjeux géopolitiques en Afrique centrale, 2009. Moyila Tshiyembe, La politique étrangère de la République démocratique du Congo, 2009. À mes parents Enoch Timba Malena et Marieloisemede, voici le couronnement de votre sacrifice et amour. À mes frères et sœurs, neveux, nièces, oncles et tantes pour leurs sentiments d'affection. Préface. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la lutte contre l'impunité est devenue le nouveau cheval de bataille de la communauté internationale. S'il en est ainsi, c'est que les choses ont changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la mise en œuvre des tribunaux militaires internationaux, notamment le tribunal de Nuremberg et le tribunal de Tokyo. Non seulement les conflits entre les États ont diminué d'intensité, et qui plus est, la violation grave des lois et coutumes de la guerre ou le droit international humanitaire ont plongé à nouveau l'humanité dans la barbarie. Il en résulte un besoin ardent de sanctionner ces crimes internationaux, dont les acteurs sont des individus pris ès-qualité. Pour ce faire, ont été créées des juridictions internationales temporaires ou les TPI, tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, et une juridiction intemporelle, la CPI, Cour pénale internationale. La création de ces tribunaux internationaux chargés de lutte contre l'impunité ouvre deux perspectives. D'une part, réconcilier les deux dimensions de la sécurité collective dont le maintien de la paix et de la sécurité internationale est le cœur et la raison, à savoir la sécurité de l'État et la sécurité humaine. D'autre part, rendre crédible le droit international public en punissant les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Un autre acquis de la croisade contre l'impunité, c'est la possibilité accordée aux États dépourvus d'un système judiciaire ou manifestant leur incapacité de traduire en justice l'auteur présumé d'un crime international de faire appel à la CPI, au nom du principe de complémentarité ou l'obligation de coopérer, régie par l'article 86 du Statut de Rome. Telle est la situation de la rez-de-chaussée, pays post-conflit, sortie exsangue des pillages, massacres, viols et zones de non-droit, passée à loupe par Didier Nzafes Timba. Avant d'aborder les fondements juridico-politiques de l'impunité en rez-de-chaussée, l'auteur analyse avec perspicacité la conflictualité congolaise, ses acteurs et ses enjeux, la qualification des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du génocide en droit international, la présentation de la CPI et sa contribution à la lutte contre l'impunité, notamment dans les affaires Thomas Lubanga, Germain Katanga, Mathieu Ngoudiolo. Bien entendu, ce débat est loin d'être clos car à ce jour, la CPI n'a pas encore rendu ses jugements et nul ne sait ce qu'il adviendra lorsque ceux-ci seront rendus. Certes, ces jugements seront critiqués par les uns et applaudis par les autres. Néanmoins, si l'État congolais ne profite pas de cette accalmie pour se doter d'un système judiciaire digne de ce nom, capable de lutter implacablement contre l'impunité,
la coopération avec la CPI risque d'être l'arbre qui cache la forêt car nombre de criminels de guerre et de criminels contre l'humanité, avant et après la création de la CPI, n'ont pas encore été traduits devant les tribunaux. Professeur Moyila Chiyembe. Docteur d'État en droit. Docteur en sciences politiques. Introduction. 1. État de la question. La protection des personnes contre les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire a fait l'objet de plusieurs études. Étant donné que ce problème relève du système sécuritaire international, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la communauté internationale s'y penche systématiquement en envisageant les exigences qui s'imposent aux belligérants lors des conflits armés ou tout autre conflit interne non armé. Ainsi, on fera appel à la Convention de Genève du 12 août 1949 et les protocoles additionnels du 8 juin 1977, la Convention de La Haye et le Statut de Rome instituant la CPI. C'est dans ce cadre que Kimbulungu Takasa, au cours d'une étude sur la protection et la réinsertion des enfants impliqués dans les conflits armés en rez-de-chaussée, s'est penché sur le cas précis de la guerre d'agression qu'a connue la rez-de-chaussée en 1998. Il a été démontré, selon cette étude, que les enfants étaient une catégorie plus vulnérable qui, après leur enrôlement et participation aux conflits armés, devrait être réinsérés dans le milieu social et bénéficier d'une protection efficace et faire que les auteurs de ces crimes soient punis. Dans une autre étude menée par Njadi Ndiatkiala en 2006 sur la protection des personnes vulnérables pendant les conflits armés en rez-de-chaussée de 1996 à 2006, il a démontré que les victimes de ces violations n'ont pas obtenu réparation d'autant plus que les auteurs de ces crimes bénéficient d'une impunité généralisée, ce qui crée dans le chef des personnes qui continuent à commettre les crimes internationaux çà et là à travers quelques foyers de conflits en rez-de-chaussée, l'idée d'échapper à la justice, d'où toute l'implication de la communauté internationale s'avère nécessaire pour la répression de violations graves commises en rez-de-chaussée et les sanctions appropriées à l'égard de leurs auteurs. Kachunga Mahala a abordé la question relative aux droits des justiciables devant la CPI. Dans son étude, il a démontré que la CPI, comme organe de répression, avant de punir, de sanctionner le délinquant, l'interroge d'abord après avoir enquêté sur les circonstances objectives et subjectives ayant concouru à la commission de l'infraction 3. Pour Kilunga Rashidi, dans son étude sur la coopération internationale en matière judiciaire et les difficultés inhérentes dans la lutte contre le terrorisme, l'auteur aboutit à la conclusion selon laquelle les actes de terrorisme sont souvent liés à des revendications politiques, religieuses, idéologiques, etc. Cette vision des choses empêche certains États à s'engager dans une coopération aveugle en la matière. De tout ce qui précède, notre étude se propose d'examiner les grands défis que doit relever la CPI en RD Congo. Pour cela, nous nous posons une question. Comment réprimer les auteurs des violations graves des droits de l'homme et de DIH après les différentes guerres qu'a connues la rez-de-chaussée récemment? 2. Problématique. Les conflits armés ou non armés qui sévissent en Afrique n'ont pas épargné la rez-de-chaussée des violations graves des droits de l'homme et du DIH. En effet, depuis octobre 1996 jusqu'à ce jour, la rez-de-chaussée est plongée dans un cycle infernal des conflits armés ayant pour les uns la coloration des guerres de libération et par les autres la coloration des guerres tribales, guerres de défense de l'intégrité territoriale. Pendant les hostilités au regard du droit international, les belligérants ont non seulement l'obligation de respecter et de faire respecter les règles du DIH, mais aussi de veiller à la protection des droits fondamentaux de l'homme car très souvent, ces règles sont bafouées, méprisées, créant un sentiment de désolation pour toute l'humanité. À ce niveau, il sied de signaler qu'au-delà du fait que la guerre est une activité qui crée des dégâts matériels et humains, le respect des règles édictées par le DIH tente d'humaniser la guerre en protégeant les droits fondamentaux liés à la dignité humaine. Dans cette perspective, il convient de signaler que les affres des guerres au cours de cette décennie en rez-de-chaussée ont été telles que les belligérants ont commis des violations graves de DIH et des droits de l'homme, qui exigent la répression pour que plus jamais, en rez-de-chaussée, ces violations puissent se répéter. Ainsi, pour faire respecter les règles du DIH et des droits de l'homme, l'État congolais doit alors recourir à son appareil judiciaire.
Malheureusement, contre toute attente, l'appareil judiciaire congolais s'est montré et se montre encore inefficace pour poursuivre les auteurs des crimes graves occasionnés par les différentes guerres. Par ailleurs, bien que notre pays ait fait appel à la CPI pour poursuivre les auteurs des violations graves des règles du DIH et des droits de l'homme, pour tout fait de guerre qui s'est passé en rez-de-chaussée depuis le 1er juillet 2002, une question se pose. Comment rendre efficace la coopération judiciaire entre la rez-de-chaussée et la CPI et permettre à cette institution de réussir son pari qui est la lutte contre l'impunité? Ainsi, la volonté de l'État congolais de collaborer étroitement avec la CPI par un engagement ferme de lutter contre l'impunité constitue, avant tout, le socle de l'efficacité des diverses actions que la Cour pourra entreprendre en rez-de-chaussée. Tout compte fait, au-delà du fait que la CPI, avec la collaboration de l'État congolais, a procédé à quelques arrestations spécialement pour les cas graves de violation du DIH et des droits de l'homme en Ituri, certains auteurs des crimes relevant de la compétence de la CPI bénéficient de la protection des politiques de l'actuel régime. Ce comportement met quelque peu en cause la collaboration de l'État congolais avec la CPI et sa volonté de lutter efficacement contre l'impunité. Par ces motifs, nous relevons les préoccupations suivantes. Que peut-on attendre des juridictions congolaises pour réprimer les crimes commis durant ces guerres? Comment la ratification du statut du Rome par la rez-de-chaussée peut-elle contribuer à la lutte contre l'impunité? Dans quelles conditions les actions de la CPI peuvent-elles être efficaces en rez-de-chaussée? Quels en seront les effets? Voilà autant de préoccupations qui soulèvent toute la problématique de notre travail et qui nécessitent une suite dans notre dissertation. 3 hypothèses. L'hypothèse est une proposition des réponses à la question posée 4. Ainsi, pour répondre aux questions posées, nous suggérons les hypothèses ci-après. On ne pourrait pas attendre des juridictions congolaises des actions efficaces dans la répression des crimes commis durant les guerres récentes, d'autant plus qu'elles n'ont pas les moyens nécessaires pour dire le droit. À ce stade, il faut relever la faiblesse des juridictions congolaises qui souffrent de la non-qualification, du manque des moyens matériels et humains. De ce fait, elles ne paraissent pas indépendantes car pour les quelques cas où elles ont dit les droits, multiples faiblesses ont été manifestement démontrées. La ratification du statut de Rome par la rez-de-chaussée pourrait contribuer à la lutte contre l'impunité à travers des actions efficaces qu'entreprendrait la CPI dans la poursuite des auteurs des violations graves du DIH et des droits de l'homme en rez-de-chaussée durant cette période post-conflit. Les actions de la CPI pourraient être efficaces en rez-de-chaussée, si et seulement si, pour les cas où la CPI a arrêté les présumés auteurs des crimes graves, les sanctions de grande envergure seraient infligées à ces derniers. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.